Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre les travaux du Sénat pendant cette crise du coronavirus. On va parler aujourd'hui du tourisme, un secteur frappé de plein fouet par les conséquences économiques de cette épidémie, un secteur qui perd des milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de la crise. Et puis la filière touristique ne pourra pas profiter des mesures de déconfinement à partir du 11 mai, puisque les hôtels, les restaurants et les bars devront rester fermés au moins jusqu'à la fin du mois de mai, c'est-à-dire dans une période crucial pour le secteur. Alors comment sauver la filière touristique française? Eh bien les sénateurs ont interrogé, ont auditionné le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne en charge du dossier. Je vous laisse écouter cette audition. Un grand merci déjà pour cet échange que vous proposez. Je crois qu'on est dans un moment où justement il est très important parce qu'on est en temps de crise épidémique, que le dialogue entre le gouvernement, le Parlement soit dense. Je crois que d'ailleurs on doit être un des pays dans lesquels on s'honore bien d'avoir eu ces rendez-vous à plusieurs reprises depuis plusieurs semaines. Alors je vais prendre un instant pour revenir sur la situation, et vous l'avez parfaitement décrite, donc j'aurai peu de choses à ajouter, sur les principes qui guident notre action, la méthode que nous avons retenue et la stratégie que nous voulons mettre en œuvre. Tout cela avec beaucoup d'humilité, parce que quelque part, on a conscience qu'il va falloir ensemble et avec les acteurs professionnels du tourisme gravir l'Everest et qu'on a aussi une montagne d'incertitudes à laquelle on doit faire face. Mais en tous les cas, un grand merci, parce que j'ai effectivement pris connaissance des 30 propositions. J'ai noté que c'était les 30 premières, donc il y en aura d'autres peut-être complémentaires, et il est vrai que l'épidémie est évolutive, que nos réponses d'ailleurs doivent du coup être évolutives, et j'y reviendrai. Nous avons à plusieurs reprises déjà ajusté les dispositifs, et il faudra continuer à le faire. Mais en tous les cas, je me retrouve dans les grands axes. Le premier de vos grands axes, c'est le choc de confiance, et il va falloir créer les conditions de ce choc de confiance. Très clairement, ça renvoie au protocole sanitaire, j'y reviendrai. L'accompagnement des acteurs, qui est le deuxième grand axe, et le deuxième et le troisième en fait, à la fois à travers des mesures de trésorerie et des mesures exceptionnelles. Et puis vous évoquez le plan de relance. Moi, j'y adjoindrais aussi un autre terme, peut-être celui de transformation. Je pense que au-delà de la relance qui peut s'adresser à la demande, on a un travail à faire sur la transformation de l'offre, hein, et c'est aussi peut-être un moment pour accélérer un certain nombre d'investissements. Vous évoquiez le fait que la France était rentrée première dans cette crise, enfin était rentrée dans la crise en étant la première sur le podium en matière de tourisme dans le monde. Il faut qu'on ait conscience que depuis quelques années, on avait certaines destinations qui se faisaient très offensives et qui avaient mis les bouchées doubles. Donc nous-mêmes, à nous d'être au rendez-vous, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, et au contraire de mettre en place les outils qui permettent aux professionnels de faire ces transitions en matière, notamment pour avoir toujours plus de tourisme durable, pour que le digital, je crois, soit toujours mieux pris en compte, d'ailleurs pour garder de la valeur ajoutée au sein des acteurs de terrain. Alors, je reviens sur la situation. Le tourisme, ça a été un secteur qui a finalement été touché le premier et le plus durement. En fait, pour une partie du secteur, je pense notamment aux agences de voyage, aux entreprises du voyage, dès le mois de janvier. Parce que dès le mois de janvier, l'Asie est touchée par le Covid-19, et il y a déjà à gérer des annulations, il y a déjà à gérer pour le Quai d'Orsay des rapatriements. Et donc, on le voit, ça commence donc au début de l'année. Et puis, naturellement, il est touché de façon brutale, massive, à la mi-mars, au moment où effectivement sont prises les décisions de confinement, puisque sont fermés administrativement les restaurants, les bars et bien d'autres endroits, naturellement. Et donc, chaque mois, c'est effectivement entre 10 à 15 milliards d'euros de perte de recettes. Le calcul est simple. Il ne faut pas être sorti de Polytechnique. 170 milliards de recettes touristiques domestiques et internationales. Donc, si on le ramène au mois, sachant que naturellement, il y a des mois qui pèsent plus que d'autres. On sait que la saison estivale
compte tout particulièrement, on voit ce que cela signifie, surtout que le secteur il est quasiment à 100% à l'arrêt, de facto. Certes, des hôtels peuvent rester ouverts, mais avec des taux d'occupation qui sont dérisoires et qui sont essentiellement le fait de clientèle prioritaire, des soignants, des routiers. Et je veux d'ailleurs souligner à cette occasion-là, je crois, le bel élan d'entraide et de solidarité qui s'est exprimé de la part des acteurs du tourisme. J'ai en tête effectivement les partenariats qui ont été noués soit entre les fédérations d'hôtellerie et le ministère du Logement. J'ai aussi en tête parfois des initiatives prises par les agences de développement touristique départementales ou les initiatives régionales pour offrir des séjours aux soignants, des programmes du repos pour nos héros pour un peu plus tard. Donc, je voulais signaler ce point également. Je crois que c'était un moment fort de solidarité. Donc, on parle d'un secteur qui effectivement représente 7 à 8% du PIB, avec 2 millions de personnes qui y travaillent. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour me réjouir de voir que le tourisme voilà, est pris pour ce qu'il représente en termes d'impact sur nos territoires. Parce que pour beaucoup de nos territoires, c'est un moteur de l'économie. Et dans les territoires ruraux, parfois, dans certains départements, c'est 25-30% de l'économie départementale qui est tirée par le secteur du tourisme. Donc on peut comprendre que il y a une angoisse légitime des acteurs du tourisme qui ont été donc encore une fois touchés de plein fouet, parce que quand on regarde ces acteurs, soit ce sont, je dirais, de belles maisons qui se transmettent de génération en génération et il ne faut pas interrompre cette belle chaîne de la transmission, soit ce sont des gens qui justement se sont retroussés les manches avec leurs collaborateurs, ont créé une activité, l'ont développée, notamment dans le secteur des parcs de loisirs, par exemple, qui est un secteur finalement assez récent, qui a 20, 30, 40 ans, où il y a eu de magnifiques success story, et je trouve que il y a un point commun à l'ADN de ces hommes et de ces femmes dans le secteur du tourisme, c'est d'être des valeureux, des courageux ou des courageuses, et que bien souvent c'est un secteur dans lequel on emprunte l'escalier social. Je préfère ce terme d'escalier à celui d'ascenseur parce que effectivement, par exemple dans l'hôtellerie-restauration, c'est beaucoup ce sont des horaires, c'est une charge de travail, c'est un rythme particulier, mais derrière, souvent la satisfaction aussi de pouvoir un jour passer à son compte, un jour décrocher une étoile, un jour progresser. Donc, de très beaux métiers. Et donc, il y a eu cette crainte avec la crise de voir l'outil de travail tout simplement partir en fumée, pour prendre une image, être remis en cause. Et c'est pourquoi nous avons eu agir vite et fort en termes de mesures d'accompagnement. Et je vous remercie pour vos mots sur l'action du gouvernement justement en matière d'accompagnement économique. Donc, les principes qui ont guidé notre action, c'est d'une part d'ériger le tourisme en priorité nationale. Et ce terme de priorité nationale, c'est pas un slogan, c'est pas pour faire joli, c'est une réalité. C'est que je crois que tout le monde voit bien que le tourisme entraîne énormément de secteurs en amont et en aval. Imaginons 10 restaurants qui ferment, pardon, mais c'est des débouchés en moins pour des IGP, des AOP, c'est des débouchés en moins pour nos pêcheurs. Donc tout ça, c'est très concret. Ça touche l'amont, ça touche également l'aval pour la partie service. Et donc, qui dit priorité nationale, dit également outils économiques et mesures économiques dédiées, adaptées, spécifiques. C'est ainsi que le président de la République, lors de son allocution du 13 avril, a donc demandé l'annulation, l'exonération de charges sociales pour le secteur du tourisme. Et de fait, donc nous sommes en train de mettre en œuvre cette exonération totale pour les mois de mars à juin. Et il a bien précisé, lorsqu'il a reçu le secteur du tourisme vendredi dernier, que nous devrons être au rendez-vous en matière d'accompagnement parce que la reprise va être progressive. Et donc, toutes les mesures de soutien devront également être prolongées et tout doit être fait pour sauver le tourisme français. Donc, on est premier principe, voilà, tourisme priorité nationale avec tout ce que ça implique en matière d'instruments à mettre en œuvre, y compris parfois de mise en œuvre
dans des délais très rapides, avec des ajustements législatifs dont vous avez été saisis. Je pense par exemple, pour préserver les emplois et entreprises du voyage, pouvoir prendre cette ordonnance qui permettait le report des séjours à travers la mise en place d'un avoir. Et donc cet avoir, il a fallu faire un travail très rapide avec Bruxelles pour s'assurer que nous rentrions bien dans le cadre européen. Vous savez que le cadre prévoit le remboursement, donc on a prévu qu'au bout de 18 mois, si l'avoir n'est pas utilisé, le remboursement est de droit. Mais le pari qu'on fait, c'est que lorsque vous avez 18 mois devant vous, oui, bien sûr, naturellement, vous utiliserez cet avoir, et ça a permis de concilier à la fois, je dirais, l'impératif économique en préservant les trésoreries des entreprises. Si tout le monde s'était rué au même moment pour demander le remboursement, effectivement, je crois que le secteur n'aurait pas tenu le choc, et en préservant aussi l'intérêt du consommateur qui n'est pas lésé. Il pourra faire son voyage, il pourra le faire éventuellement différemment, il pourra, le cas échéant, se faire rembourser s'il n'utilise pas cet avoir. Donc ça, c'était une innovation pour illustrer l'action rapide et forte, et je remercie d'ailleurs le Parlement d'avoir justement souscrit à cette mesure pour ne parler que d'elle. Le deuxième grand principe, c'est que nous sommes en guerre contre un virus, nous luttons contre cette épidémie, et que donc le sanitaire commande naturellement beaucoup de décisions qui sont prises dans d'autres champs. Je comprends l'angoisse des professionnels, je comprends l'impatience des Français. Vous faisiez allusion, cher Michel, au flou, je vous cite et je mets des guillemets, sur l'organisation estivale des vacances. Tout simplement, c'est pas qu'il y a un flou, il y a une réponse qui est très claire, c'est rendez-vous fin mai. Rendez-vous fin mai parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de donner précisément les conditions dans lesquelles nous pourrons rouvrir toutes ces activités. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous envie et tous le souhait que les activités touristiques, que les restaurants, les bars, ces lieux de convivialité puissent rouvrir et rouvrir avec des conditions naturellement adaptées. On le sait, mais nous avons besoin, et le président de la République a été très clair, d'avoir ce recul de 15 à 20 jours sur la mise en œuvre du déconfinement du 11 mai, pour voir comment se comporte l'épidémie, s'assurer que le reflux est au rendez-vous, et que ainsi nous pourrons prendre les mesures relatives à l'étape 2, qui est celle qui va au-delà du 2 juin. Et donc finalement, je crois que c'est un... nous sommes tous un peu responsables individuellement du futur. C'est parce que nous serons tous civiques, citoyens, et respectant un certain nombre de principes, le fait d'éviter les grands brassages de population, le fait de respecter ce rayon des 100 km dans un premier temps, qui nous permettra de retrouver, d'espérer retrouver les jours heureux, même si ça sera de façon un peu différente, vous l'avez dit, par rapport aux saisons précédentes. Mais nous nous mettons en condition, en tous les cas, nous travaillons avec les professionnels pour atteindre cet objectif. Ça passe en premier lieu par l'élaboration des protocoles sanitaires. C'est ainsi qu'avec Bruno Le Maire, nous avons demandé par exemple à Sébastien Bazin de coordonner ce protocole sanitaire pour le secteur hôtellerie-restauration. Nous travaillons avec les autres filières par ailleurs, et donc, c'est un préalable, un prérequis indispensable. Il est notamment important que ces guides pratiques puissent être opposables pour que le chef d'entreprise se voit opposer une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Sinon, beaucoup hésiteront à reprendre. Donc, le travail est en cours, l'examen de ces protocoles, de ces projets de protocole par le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Deux d'entre eux, d'ailleurs, ont déjà été agréés, celui relatif au personnel de réception, celui relatif au personnel de chambre. Et donc, voilà, ce sont des préalables indispensables, ne serait-ce que parce que je pense qu'il y aura cette demande également de réassurance sanitaire de la part des voyageurs eux-mêmes. Et c'est bien légitime. En tous les cas, c'est ce qu'on observe. Je me suis entretenu naturellement avec des acteurs français exposés en Chine, où ça repart, et on voit bien que les comportements également évoluent, s'adaptent, et nous aurons à y faire face aussi en France. Voilà donc pour ces deux grands principes. Ensuite, la méthode. Pour y revenir,
très clairement, c'est le choix de co-construire avec les professionnels les réponses. Moi, depuis le début de la crise, depuis mars, je réunis chaque semaine le comité de filière tourisme. Ce comité de filière que nous avions installé il y a quelques mois met autour de la table les fédérations au niveau national, les territoires également, à travers Région de France, ADN Tourisme, qui fédère les différentes collectivités qui œuvrent en matière du tourisme, mais également des représentants des partenaires sociaux, des parlementaires. Donc c'est vraiment un endroit privilégié pour partager les besoins, bâtir les outils. Et donc, chaque semaine, nous avançons. Et c'est ainsi, d'ailleurs, grâce au comité de filière tourisme, qu'on a adapté progressivement les outils. On s'est rendu compte qu'il fallait comment dire, comme vous le préconisiez d'ailleurs dans le rapport, vous parlez dans la proposition numéro 5 de renforcer le fonds de solidarité. C'est ce qui a été fait, puisque pour le secteur du tourisme, il est rendu éligible à des entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, de moins de 20 salariés, alors que pour le reste des entreprises, c'est moins de 1 million d'euros et moins de 10 salariés, et que par ailleurs, le deuxième étage du fonds a été porté à 10 000 euros, là où c'est 5 000 euros pour les autres secteurs. Donc, ça a permis d'apporter des réponses pour absorber un certain nombre de charges qui reste à la charge des acteurs pendant cette période de fermeture. Cette méthode de coproduction, donc, nous allons la poursuivre puisque également se réunira le 14 mai un comité interministériel pour le tourisme que présidera le Premier ministre. Là aussi, d'ailleurs, l'Assemblée et le Sénat y sont représentés. Et donc, nous travaillons à cette échéance avec les professionnels à travers les séances dédiées du CFT. La stratégie, peut-être, pardonnez-moi, en 3 temps. Tout d'abord, il y a le temps de l'urgence. Il faut donc c'est la mise en œuvre de tous ces dispositifs, c'est l'activité partielle, c'est les annulations de charges, c'est le fonds de solidarité, c'est les prêts bancaires garantis par l'État, c'est la mise en place de l'avoir. Les prêts garantis par l'État, dans le secteur du tourisme, on en est à 4,7 milliards d'euros. Et donc, il est bien monté en puissance. Si on prend l'ensemble des mesures, on en est à pas loin de 10 milliards d'euros. L'activité partielle, ça représente déjà 6 milliards d'euros. Les annulations de cotisations sociales, ça va tourner autour de 800 millions d'euros. Le fonds de solidarité, on va en être à 700 millions d'euros également, spécifiquement pour le secteur du tourisme, j'entends. Donc, voilà, je crois que les dispositifs, les acteurs s'en sont emparés et on continue naturellement à examiner parfois toutes les remarques qui sont faites. Ensuite, le deuxième temps, après l'urgence, c'est préparer la reprise. C'est un temps un peu de résistance quand même. Et donc, j'y venais avec, je l'évoquais avec la préparation des protocoles sanitaires. Donc, c'est ce temps qui va nous conduire jusqu'à la fin mai. Et à la fin mai, pouvoir donner des perspectives. C'est très important de donner ces perspectives parce que, effectivement, les professionnels ont besoin un moment de date pour se réorganiser, pour pouvoir embaucher leurs saisonniers, faire leur stock, etc. Le faire précocement, je vous l'ai dit, aurait fait prendre des risques, courir des risques. Et donc, en tous les cas, les professionnels, d'ailleurs, souscrivent pour beaucoup à cette méthode. Ensuite, le troisième temps, ça sera celui du rebond, de la relance, de la transformation. Et donc, là aussi, toutes ces mesures qui permettront d'investir, qui permettront d'accélérer les investissements. Moi, je suis persuadé que on est à un moment où on va quelque part un peu peut-être réinventer le tourisme. Les demandes sociétales, je pense, vont aussi évoluer. Pour commencer, il y aura une envie de France, indéniablement, et ça va être le moteur de la reprise du tourisme. Et puis, je crois qu'après ce choc un peu traumatique que nous avons vécu collectivement, également la nécessité de permettre au plus grand nombre de pouvoir souffler, de pouvoir partir. Et le tourisme pour tous, le tourisme social, fait partie également des enjeux sur lesquels nous travaillons avec des dispositifs
en cours de définition liées au chèque vacances. Et je salue d'ailleurs les initiatives d'un certain nombre de régions. J'ai vu la région Sud, la région Grand Est qui ont décidé de consacrer 5 millions d'euros, par exemple, à ces dispositifs. Voilà, pour un propos liminaire, Madame la Présidente, et je reste naturellement à votre entière disposition et celle des membres de la Commission. Merci, Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste. Je donne maintenant la parole à Viviane Artigalas. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre propos liminaire. Je souhaite moi aussi saluer votre action et les mesures d'urgence mises en œuvre pour la gestion de cette crise. Monsieur le Ministre, dans nos propositions, nous n'avons pas fait de développement sur l'outre-mer, car la délégation aux outre-mer du Sénat s'est saisie du sujet. Il se trouve que j'appartiens aussi à cette délégation et que je conduis en parallèle un travail sur les mesures d'urgence économique en outre-mer. Je souhaiterais donc savoir comment vous suiviez, en lien avec la ministre des Outre-mer, la situation de nos territoires ultramarins. Ceux-ci apparaissent plus isolés que jamais avec les restrictions imposées aux déplacements, que ce soit en bateau ou en avion. La continuité territoriale avec la métropole est réduite à néant. Or, le poids du tourisme y est très important. La crise touche un secteur déjà fragilisé dans certains territoires. C'est le cas à Saint-Martin où le secteur était toujours en difficulté à la suite du passage de l'ouragan Irma. Le secteur est à l'arrêt et n'est pas prêt de redémarrer dans les Antilles, qui rentreront dès la fin du confinement dans une période cyclonique. Monsieur le ministre, même sans parler de l'outre-mer, cette question de l'isolement, elle se pose aussi pour un département plus proche de la métropole, la Corse, dont le PIB repose en grande partie sur les activités touristiques. Quand est-ce que l'activité touristique pourra-t-elle reprendre sur ces territoires, dépendant de l'avion et du bateau? La quatorzaine sera-t-elle maintenue pour les nouveaux arrivants en outre-mer? Et enfin, comptez-vous présenter un plan dédié aux nombreuses îles de notre pays? Dans un deuxième temps, Monsieur le Ministre, je souhaiterais insister, même si vous nous avez répondu en partie là-dessus, sur l'absence de visibilité pour l'ensemble des acteurs de nos territoires. Je suis régulièrement interpellée par de petits entrepreneurs du tourisme qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en mesure de faire. Les acteurs de l'hébergement se demandent à partir de quand ils pourront prendre des réservations. Ceux de la restauration ne comprennent pas qu'un supermarché puisse ouvrir et pas un restaurant, qui ferait en sorte que les gestes barrières soient respectés. Les communes littorales ne savent pas dans quelle mesure elles pourront donner accès à leurs plages. Bref, ce choc de confiance que nous appelons de nos voeux est absolument nécessaire pour maintenir à flot notre industrie touristique et je souhaite que vraiment la date que vous annoncez nous permettra d'avoir bien plus de visibilité sur les perspectives de ce secteur. Quelques mots enfin sur le tourisme social, vous nous en avez dit, quelques perspectives. C'est un sujet absolument crucial qui devra être, à mon sens, au cœur des réflexions sur la relance, tant du côté de la demande que du côté de l'offre. Pouvez-vous nous préciser ce que le gouvernement compte faire dans ces domaines? Par ailleurs, les mesures annoncées le 24 avril dernier en soutien à la trésorerie des acteurs méritent encore d'être précisées. Je pense notamment à l'assouplissement des critères de fonds de solidarité qui ont déjà été faits, mais ces assouplissements seront-ils appliqués rétrospectivement, c'est-à-dire à partir de mars, ou uniquement pour l'avenir? Le seuil de bénéfice imposable de 60 000 € est encore trop restrictif. Nous avons proposé de l'étendre à 100 000 €. Le gouvernement y est-il ouvert? Et vous me permettrez, enfin un dernier point, je me permets de vous alerter sur une difficulté particulière de mon département, les Hautes-Pyrénées, concernant la deuxième ville hôtelière de France. Lourdes. Vous connaissez ces difficultés pour y être venu il y a peu. Son modèle économique déjà fragilisé repose sur une monoactivité saisonnière basée sur l'accueil de très grands groupes dont une grande partie viennent de l'étranger. Son activité est donc particulièrement impactée et pour longtemps par cette crise. Mais je sais que vous avez déjà été alerté à ce sujet, que vous y êtes sensible et je vous en remercie. Merci Viviane. On ne sait pas d'ailleurs si le gouvernement se délocalisait à Lourdes, s'il pourrait faire des miracles, mais je donne maintenant la parole à Étienne Renaud-Garabédian. Merci, Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre écoute. De nos auditions, il ressort aujourd'hui, à mon sens, plusieurs enseignements fondamentaux sur lesquels je souhaiterais vous interroger. Tout d'abord, je le pressentais
et j'en suis désormais persuadée, ceux qui vont avoir le plus de difficultés à surmonter cette crise, ce sont les petites PME, à l'activité déjà fragilisée par les attentats, les gilets jaunes, les grèves, provoquant une dégradation de leur cotation Banque de France. Désormais, ils sont cotés 6 ou plus. Or, la Banque de France, pour établir la cotation, ne tient pas compte de la valeur actualisée de leurs actifs, immobilier, fonds de commerce, nouveaux investissements. Tout ceci n'apparaît pas à la simple lecture du bilan. Ainsi, 50% des hôteliers se sont vus refuser les prêts garantis par l'État. La médiation en a rattrapé certains d'entre eux. Que faisons-nous à ce sujet? En parallèle, les acteurs du tourisme s'interrogent sur la charte sanitaire. Comment les petites structures vont être accompagnées dans son application qui impliquera des charges complémentaires qu'ils ne seront pas capables d'assumer financièrement? De plus, la reprise en Chine le démontre. Elle va se faire coup par coup avec une fréquentation et un chiffre d'affaires extrêmement dégradés. Jusqu'à quand le gouvernement peut-il s'engager pour le prolongement du chômage partiel? Peut-on acter un report des charges fiscales et sociales jusqu'à un retour à meilleure fortune, éventuellement une annulation? Monsieur le ministre, la crise de la trésorerie est devant nous. Mon point suivant est la relation entre les hôteliers et les plateformes de réservation type Booking, Expedia. C'est très grave et très choquant. J'ai appris la semaine dernière lors d'une audition que les hôteliers avaient été obligés d'utiliser leurs prêts garantis par l'État pour payer les remboursements qui étaient imposés par les plateformes, qui ont refusé le mécanisme de l'ordonnance de tourisme du 25 mars que vous avez mis au point. Je pense que les petites structures vont devenir, en sortie de crise, encore plus dépendantes du pouvoir des plateformes, qui, elles, auront les moyens de la campagne de communication massive. Comment rééquilibrer cette relation? Comment aider les petits hôteliers à prendre le virage du numérique, Monsieur le ministre? Troisième chose, l'événementiel. Un salon, un festival, un congrès. Ce n'est pas juste un événement isolé, mais pour tout un écosystème qui se met en place. Depuis la réservation des chambres, à l'activité des sous-traitants, de la restauration, des ventes qui sont gagnées par les exposants dans les salons. Chaque événement a des conséquences économiques considérables. Or, le secteur de l'événementiel est aujourd'hui celui qui a le moins de visibilité sur son redémarrage. En dehors du signal qui signifie l'organisation de France à la toute fin du mois d'août, pouvez-vous confirmer que cet événement peut être interprété comme tel? Comment aider ce secteur dont on sait qu'il va énormément souffrir, car les entreprises vont couper dans leur budget, expositions et séminaires, et sur lesquels nos voisins européens nous attendent au tournant pour améliorer leur part de marché? Enfin, Monsieur le ministre, je viens à mon dernier point lié au précédent, l'ouverture des frontières. Le tourisme d'affaires représente une nuitée sur 2 à Paris. Quand peut-on estimer que les frontières intra-européennes et extra-européennes pourront de nouveau être franchissables facilement? Comment que vous le savez, cette question intéresse autant les acteurs du tourisme que les Français de l'étranger que je représente. Merci, Monsieur le ministre. Merci Viviane. Et maintenant, c'est au tour de Guylaine Pantel. Et ensuite, Monsieur le ministre vous prendra la parole pour répondre à ces 3 intervenantes de qualité. Merci, Président. Monsieur le ministre, de très nombreux acteurs sont inquiets pour leurs employés. Le recrutement des saisonniers est un vrai problème. Les employeurs se demandent s'ils seront au rendez-vous alors que l'incertitude pèse sur la saison touristique et que le régime d'assurance chômage ne serait pas adapté à une saison réduite de moitié. Sur le front de l'emploi toujours, de nombreuses petites structures se demandent combien de temps elles pourront garder leurs employés à mesure que la reprise s'éloigne. Quelles perspectives pouvez-vous leur donner? Je souhaite également évoquer la question des gîtes ruraux. Je représente un territoire, la Lozère, dans lequel de nombreux gîtes ont vu le jour ces dernières années. Dans une optique volontariste, des communes ont également fait le choix d'investir dans des gîtes afin de renforcer l'offre d'hébergement touristique. De nombreux maires me font état de leurs difficultés à anticiper la reprise. Quand pourront-ils reprendre les réservations? Quand pourront-ils à nouveau accueillir des touristes?
Devront-ils refuser les touristes venant des départements classés rouges? Si, comme cela se dessine, les Français privilégient cet été les destinations de pleine nature dans notre pays, les parcs nationaux, comme celui des Cévennes, et les parcs naturels régionaux devraient voir leur fréquentation augmenter. L'État envisage-t-il une aide à ces structures pour leur permettre, entre autres, d'adapter les locaux recevant du public ou d'aider au recrutement des saisonniers si les effectifs actuels s'avèrent insuffisants au regard d'une hausse de la fréquentation? Enfin, dans l'hypothèse d'une nouvelle vague de contamination pendant la période estivale, par exemple au mois d'août, quelles seront les mesures proposées par l'État pour permettre un reconfinement de la population qui soit le plus rapide possible? Si les estivants sont contraints de quitter leur lieu de vacances pour retourner à leur domicile, des compensations seront-elles prévues pour les personnes n'ayant pu achever leur séjour? Je vous remercie par avance pour vos réponses, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. C'est à vous et vous répondrez bien une seule fois à Viviane et c'est Yveline après, parce qu'il semblerait que je me sois trompé de prénom. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, je commence par les questions de Viviane Artigalas. Sur l'outre-mer, donc je vous confirme effectivement la prise en compte aussi des spécificités de ces territoires. Je me suis entretenu dans le cadre de mon tour de France des régions et territoires avec Annick Girardin, c'était lundi dernier, à la fois avec le bassin Caraïbes, donc avec nos amis des Antilles, également avec le bassin océan Indien, la Réunion, Mayotte et avec la Polynésie française. Et lundi prochain, nous réitérons l'exercice avec les acteurs touristiques et les élus de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna. Donc j'ai tenu à aller à la rencontre de chacun des territoires parce que c'est vrai, vous prenez... ils ont tous, une dimension touristique, même si les flux sont différents. La Polynésie, c'est notamment une clientèle beaucoup américaine, nord-américaine, à côté de la clientèle métropolitaine. La Réunion, à l'inverse, c'est une clientèle très métropolitaine, à 80%. Les Antilles, il y a un mix, également un tourisme affinitaire. Donc, chacun a des spécificités et c'est pourquoi il était important d'être à leur écoute. Et très clairement, quand je parle d'accélération d'investissement, je pense qu'il y a là effectivement un moment clé, un moment charnière. Vous évoquiez Saint-Martin qui doit poursuivre la reconstruction, mais pas que. Je pense que il y a de la place pour améliorer encore notre offre parce que les destinations voisines sont très compétitives, très affûtées. Voilà. Et donc la Corse, de la même façon, qui comprend un certain nombre de spécificités. L'économie insulaire repose pour un quart à un tiers sur le tourisme. Donc, j'étais hier à la rencontre des acteurs touristiques de la Corse, et le président du conseil exécutif et le préfet Robin. Donc, nous avons posé justement un cadre de travail spécifique, dédié, parce que, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de contraintes liées au transport. Aujourd'hui, compte tenu dans la période du 11 mai au 2 juin, on voit que naturellement, le tourisme ne va pas fonctionner et nous sommes encore donc dans l'attente de la fin mai sur les conditions qui permettront ou pas à la saison de redémarrer. En réalité, donc là aussi, suivi très fin, nos équipes vont continuer à travailler et j'ai une clause de rendez-vous avec les acteurs de la Corse fin mai. Donc voilà, il y a bien une prise en compte spécifique et des Outre-mer et de la Corse. S'agissant des communes littorales, vous évoquez l'accès à la plage. Alors, le Premier ministre l'a dit, dans cette étape 1, les plages demeurent fermées. Pourquoi? Parce que les ouvrir aurait créé un appel d'air inévitable et éventuellement aurait peut-être poussé des gens à enfreindre les principes qui ont été posés, notamment le fait de rester dans un rayon de 100 km. Et donc, il est crucial dans cette période d'éviter ces grands brassages, ces grands mouvements de population pour consolider les acquis de la lutte contre le virus. Et donc, naturellement, il y a tout un travail qui est conduit au sein de la mission Castex, avec un groupe dédié aux activités sociales, auquel participent le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, le ministère de la Culture, également mes équipes, pour la suite. Un certain nombre de préfets ont également lancé des
groupes de travail locaux avec les utilisateurs du littoral et nous allons naturellement nous nourrir de tout cela. Mais je crois qu'il est important là aussi d'être précautionneux. On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse utiliser ou jouir de la plage de la même façon que précédemment. D'ailleurs, on le voit, nos voisins espagnols ont pris un certain nombre de mesures, les Australiens aussi. Donc, nous sommes également, grâce à Atout France, en train de regarder ce qui se fait, ce qui se prépare chez nos voisins. S'agissant du tourisme social, donc le travail est en cours. C'est pour ça que je ne pourrais guère aller au-delà, puisqu'on n'est pas abouti. Il sera abouti pour le 14 mai, mais en tous les cas, il y a le ferme souhait de l'encourager. Et dans la série des investissements, je crois que là aussi, il sera indispensable d'aider les acteurs du tourisme social à pouvoir investir pour parfois, justement, avoir une offre qui soit toujours plus attractive. Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal, d'ailleurs, réfléchissent à des dispositifs du type comment dire, études loisirs, un peu mixtes, en petits groupes, qui permettraient parfois d'adosser un travail un peu académique le matin avec des activités sportives l'après-midi. Donc, c'est en cours de définition et de travail du côté de l'éducation nationale. J'ai bien noté la proposition que vous faites sur le fonds de solidarité, donc je vais regarder pour voir en termes d'impact. Évelyne Renaud, plusieurs points sur les entreprises qui ont une cotation 6+. Alors effectivement, et puis parfois les refus de PGE. Alors déjà, d'une part, parfois, certaines entreprises, notamment dans l'hôtellerie, n'avaient purement et simplement aucune réponse de la part des banques. Donc, à défaut de réponse, elles ne pouvaient pas saisir le médiateur. Donc, nous avons émis, c'est parti de Bercy, une instruction pour que les banques donnent une réponse positive ou négative, mais dans un délai de 5 à 6 jours. Et ça permet, en cas de réponse négative, du coup, de saisir le médiateur. Et dans 2 cas sur 3, de trouver une solution. Mais parfois, il n'y a pas de solution. Et c'est pourquoi, dans le PLFR 2, vous avez souscrit à une disposition qui permet de faire des prêts directs de la part de l'État à des entreprises, et ça va notamment pour les entreprises qui étaient plus fragiles, moins bien cotées. 500 millions d'euros donc sont dédiés à ce dispositif qui est une réponse subsidiaire mais importante pour essayer de ne laisser personne au bord du chemin, parce que moi aussi j'ai des témoignages très concrets sur ma boîte mail qui arrivent de gens pour lesquels il y a eu ce refus. Donc là, on a ce nouvel outil depuis le vote du PLFR 2 qui sera, je crois, précieux. S'agissant des protocoles sanitaires, donc le travail a bien avancé au niveau des HCR. Au début, avait circulé l'idée par certains acteurs de mettre en place un label qui aurait conduit à ce qu'un certificateur passe, mais qui dit certificateur dit aussi effectivement frais additionnels. Et donc finalement, dans leur travail, les professionnels des HCR se sont plutôt orientés vers une autre solution qui est celle des guides pratiques, fixant ces protocoles sanitaires avec une sorte d'homologation par l'État. Et donc, c'est très bien ainsi. Il est vrai qu'il y aura quelques coûts liés effectivement, soit à l'acquisition de masques, à la mise en place de gel hydroalcoolique, parfois effectivement, peut-être des investissements pour agrandir tel ou tel aspect sanitaire. C'est pourquoi nous devrons aussi être présents sur le volet accompagnement, investissement. S'agissant des plateformes, alors j'ai eu les mêmes échos que vous, donc nous avons conduit un travail avec elles. Vous évoquiez Explica. Je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Enfin, on a à un moment, pour dire les choses, sorti le carton rouge. Et depuis, les pratiques qui me reviennent me semblent être revenues dans ce qui est acceptable et souhaité. S'agissant de Booking, effectivement, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et je vais vous dire, il y a une façon très simple aussi, peut-être pour que et l'hôtelier et le restaurateur et le client reprennent le manche. Pour cette saison d'été, qui sera beaucoup une saison de tourisme domestique, le moment venu, peut-être le client peut-il directement réserver chez l'hôtelier. Ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. L'hôtelier il propose la chambre moins chère que sur une plateforme. Et par ailleurs, l'hôtelier améliore sa marge.
c'est aussi une façon de reprendre la valeur ajoutée, de reprendre un peu le pouvoir. Mais de façon générale, vous avez raison, je crois que le digital doit être toujours mieux pris en compte par les acteurs touristiques. C'est le sens d'ailleurs du travail de la commission numérique digitale du comité de filière. Hein. Cette commission est dirigée par Laurent Ketch du Welcome City Lab. Et par ailleurs, nous avons confié une mission avec Bruno Le Maire à Monsieur Sichel de la Banque des Territoires pour travailler sur les aspects justement de data, de plateforme. Je pense que nous devons être mieux armés de ce point de vue-là. Ensuite, sur l'événementiel, vous parlez d'or. Le secteur qu'on appelle MICE est crucial. Il est un moteur notamment pour des régions comme l'Île-de-France, comme la région sud, mais pas que. Et nous travaillons beaucoup avec l'UNIMEV, avec Olivier Ginon, avec des représentants du secteur. On le sait, ils ont été durement frappés et on fait face à une compétition importante, notamment de l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être naïf. Et là aussi, je crois que l'ambition des professionnels, c'est de pouvoir sauver le dernier quadrimestre, septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc là aussi, il travaille, je sais, sur toute la dimension sanitaire, mais il y a nécessairement une dimension aussi européenne et internationale qui va être complexe à articuler. C'est lié aux frontières. Il y a d'une part les frontières Schengen qui ont été fermées, et celles-ci, je pense qu'elles mettront un peu de temps à se rouvrir, il faut être honnête. Et puis après, il y a les frontières intra-européennes, sur lesquelles nous avons convenu lors de la réunion des ministres du tourisme de l'Union européenne, c'était lundi dernier avec le commissaire Thierry Breton, de travailler ensemble, de nous coordonner pour pouvoir progressivement avoir un retour à la normale, mais là aussi, toujours sous condition, de succès sanitaire, parce qu'on ne peut faire prendre de risques à personne, mais ce sujet des frontières est encore un sujet qui est devant nous. Guylaine Pantel évoquait les saisonniers. Alors, sur le sujet du recrutement, justement, nous avons bien conscience sur des besoins aigus qui se poseront fin mai, début juin, lorsque les professionnels auront cette perspective, lorsqu'ils devront identifier la bonne compétence pour aller au bon endroit. Et donc, nous avons demandé à l'IFT, l'Institut français du tourisme, de pouvoir déployer une plateforme numérique qui permettra de recenser d'un côté l'offre, de l'autre côté la demande. Donc, nous avons obtenu des financements des OPCO du secteur, et donc ça sera une mise en ligne, nous le souhaitons pour le 15 juin, et donc c'est un outil qui est en train d'être bâti en ce moment même sous l'égide de Georges Rudaz, donc le président de l'IFT. Pour le reste, nous avons, vous le savez, reporté l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, donc pour permettre justement aux saisonniers, notamment pour lesquels il y avait des critères qui avaient été durcis en termes de durée, etc., de ne pas être pénalisés. Voilà, donc je crois que le sujet des saisonniers est bien identifié et qu'on essaie d'y apporter des réponses à travers ce type de dispositions. S'agissant des gîtes, donc effectivement, comme tous les autres hébergements, il y a, tant que le calendrier n'est pas annoncé fin mai, il est compliqué de faire des perspectives. Je veux préciser, parce que j'ai beaucoup de questions et manifestement les propriétaires de gîtes n'étaient pas forcément informés, mais dès lors qu'ils ont cette activité économique, que parfois ils ont un SIRET, etc., dès lors qu'ils peuvent prouver, comme pour les autres acteurs économiques, qu'ils ont perdu ce chiffre d'affaires sur une base de 12 mois, etc., ils peuvent être éligibles également au Fonds de solidarité, qui est là aussi pour apporter des réponses aux indépendants, aux personnes qui ont donc perdu du chiffre. Et vous évoquez dans votre dernière question une très bonne question, mais qui justement, je crois, justifie qu'il est prudent de ne donner des perspectives sur la saison estivale que fin mai, c'est, vous évoquez l'hypothèse d'une nouvelle vague. Et donc, il est donc important de voir sur les 3 prochaines semaines comment va se passer l'évolution de l'épidémie. Et je crois qu'il y a, en vue des annonces et des décisions de fin mai, beaucoup de questions à se poser sur que se passe-t-il si à un moment, à un endroit, on détecte un foyer, que ce foyer est dans une zone touristique, et à ce moment-là, quelles sont les décisions à prendre ? Est-ce que ces personnes-là
sont isolés? Est-ce que la destination est mise sous cloche? Enfin, là, je pose des questions auxquelles il va falloir réfléchir très clairement, parce qu'on a une stratégie nationale qui est de protéger, tester, isoler. Donc, on espère, avec cette stratégie nationale, briser les chaînes, pouvoir être efficace dans la lutte contre le virus. On va donc évaluer cette stratégie sur sa mise en œuvre dans le courant du mois de mai. Et je crois que c'est aussi avec les leçons de tout cela que nous pourrons justement préparer du mieux possible cette saison estivale qui, comme le disait Michel Raison, ne sera pas comme les autres, mais je crois aura besoin de se dérouler parce qu'il y a c'est indispensable aussi, après ces moments difficiles, de pouvoir souffler, de pouvoir changer d'air, de pouvoir se ressourcer. Je pense que, compte tenu du besoin de sécurité sanitaire que veulent trouver les Français, il y aura sûrement, je pense, les destinations qu'ils connaissent, dans lesquelles ils se sentent bien et seront plébiscitées. Voilà, donc ce que je peux dire peut-être en réponse aux premières questions. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, il nous reste, enfin pour le moment, on a 7 collègues inscrits. Il semblerait que vous vous libériez à 16 heures. Donc, je demanderai à mes collègues d'être très, très concis. Voilà. Alors, la première question, c'est Patricia Moret et ensuite on aura Serge Babary. Merci, Monsieur le Ministre. Si le tourisme constitue en France un secteur économique qui pèse 7 à 8% du PIB, l'activité des stations de sport d'hiver reste dans de nombreuses vallées la locomotive. Le dimanche 15 mars, les stations ont du jour au lendemain stoppé les remontées mécaniques alors que la neige était encore abondante et que les résidents étaient encore nombreux dans nos massifs. Bien sûr, des mesures ont été prises en œuvre et elles sont essentielles, mais l'économie montagnarde est une économie fragile car le chiffre d'affaires est essentiellement réalisé sur les mois d'hiver. Aussi, je voudrais vous sensibiliser sur la situation spécifique du tourisme en montagne et vous demander quelles mesures y répondront. En effet, ce sont les remontées mécaniques qui alimentent le budget communal sur de nombreux territoires de montagne. Or, cette année, avec un chiffre d'affaires en nette baisse, c'est tout le modèle économique qui tombe, qui risque de s'écrouler, faute d'un soutien exceptionnel. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, une attention particulière doit être portée à la situation des communes de montagne et une action forte doit être conduite pour promouvoir la montagne, y compris en été. Et d'ailleurs, les barrières kilométriques qui seront mises en place avec la mise en place du déconfinement risqueront fortement d'être nuisibles pour la saison qui vient si elles doivent perdurer. Et pour conclure, donc, je voulais rejoindre mon collègue Michel Raison. La France a besoin d'un ministère du tourisme. Merci, Monsieur le Ministre. Je prends la parole. Merci, Monsieur le Ministre, de votre intervention. Je vais être bref dans la mesure où j'avais 3 questions. Vous avez déjà répondu à 2. L'une à Viviane Artigala concernant le fonds de solidarité, mais j'insiste sur le montant de 60 000 € qui est évidemment insuffisant, qu'il faudrait pouvoir porter à 100 000, car ça représente non seulement la rémunération, mais le bénéfice de l'entreprise. Et si on additionne les deux, 60 000, c'est très peu, surtout si le gérant réinvestit une partie de son résultat. La deuxième question de Guylaine Pantel, votre réponse me satisfait avec la mise en place de l'IFT sur le problème des saisonniers, problème important puisqu'on a vu même l'année dernière, dans une période normale, des difficultés en haute saison pour un certain nombre d'établissements qui avaient dû parfois fermer. Il ne faudrait pas ajouter une difficulté cette fois-ci. Enfin, ma troisième question, je voulais porter à votre attention la situation d'une profession particulière qui est celle des guides-interprètes. On a été alerté par le président de l'UNAPL, dans d'autres auditions de la cellule PME Commerce Artisanat, sur la situation de ces professionnels, quelques milliers, qui sont des auxiliaires du tourisme, et qui risquent vraiment d'abandonner leur métier parce qu'ils sont dans une situation vraiment impossible dans la mesure où ils n'ont plus de travail et ils n'ont pas de perspective dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, je vous demande de le noter, de voir s'il y a une possibilité de traiter cela. Merci. Michel Raison ayant été déconnecté, je vais prendre la suite. Donc, la parole est maintenant à Joël Labbé et ensuite à Sylviane Noël.
Merci Viviane. Merci Monsieur le ministre de votre présentation. Je voudrais vous poser une question majeure. Est-ce que cette année 2020, extrêmement tronquée du point de vue touristique, mais pas seulement, est-ce que ce serait l'année 1 de la relocalisation du tourisme? À savoir, beaucoup de gens pensent maintenant que c'est la fin de l'ère du grand tourisme de masse mondialisé. On sait que les cohortes d'Asiatiques notamment, c'est surtout pas du racisme, qui venaient nous visiter pour notre plus grand plaisir d'une part, mais aussi notre intérêt économique. Ce temps-là, je crois, il est à mettre de côté et qu'il y a lieu de travailler sur une autre forme de tourisme, sachant que les populations françaises ne pourront pas non plus, cette année certes, mais sans doute dans les années qui viennent, continuer de voyager autant qu'elles le faisaient. Donc justement, travailler sur un tourisme local, une communication là-dessus, développer l'agritourisme, mais aussi, vous y avez fait allusion au tourisme social. Je vous ai entendu avec plaisir, parce qu'il s'agira de faire en sorte que tout le monde puisse partir en vacances et il n'y a pas besoin d'aller au bout. Et on avait un tourisme social par le passé qui fonctionnait bien, les réseaux VVS et autres. Je pense que ça mérite d'être soutenu, mais vous l'avez dit. Aussi, les modes de vacances pour les familles qui ne peuvent pas partir, les colonies de vacances, les camps de vacances, autant de sujets qui peuvent paraître du passé et qui seront d'avenir. Merci. Merci Joël. Sylviane Noël et ensuite Yves Boulou. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai aujourd'hui une connexion Internet très capricieuse qui a occasionné de nombreuses coupures depuis le début de notre réunion. Je vous prie donc de m'excuser si certains sujets ont déjà été abordés. Je suis sénatrice d'un département de montagne qui a déjà souffert il y a quelques semaines d'une interruption brutale de la saison d'hiver et qui se prépare, comme tous les territoires, une saison d'été très incertaine. J'aurais 3 points à évoquer avec vous. Tout d'abord, la problématique des résidences de tourisme. Les 2200 résidences de tourisme de notre pays comprennent 178 000 appartements, dont 70% appartiennent à des propriétaires particuliers. Dans le contexte de crise que nous connaissons, un risque de prédation a été clairement identifié, puisque certains propriétaires et surtout leurs avocats voient dans l'arrêt brutal du marché touristique et les difficultés insurmontables de leurs locataires exploitants une opportunité pour récupérer leur appartement à bon compte, ce qui entraînerait la disparition de l'hébergement professionnel. Le risque encouru pour l'hébergement de montagne, par exemple, est de voir les 47 000 appartements exploités aujourd'hui en résidence de tourisme transformés en résidence secondaire, c'est-à-dire en lit froid ou au mieux tiède. Pour rappel, un lit en résidence de tourisme en hiver est loué en moyenne 12 semaines contre 3 semaines pour une résidence secondaire. C'est dire si la disparition de ces résidences de tourisme aurait un effet catastrophique pour notre tourisme. Il faut donc impérativement normaliser la relation bailleur-exploitant par des dispositions provisoires claires, faisant l'objet d'une ordonnance et veillant à respecter l'intérêt de toutes les parties en présence. Je sais que de nombreux acteurs du tourisme vous ont déjà sollicité en ce sens et j'aimerais avoir votre point de vue. Deuxième sujet, on sait tous que la clientèle étrangère ne sera pas au rendez-vous cette année. Dans ces circonstances, il me semblerait opportun de concentrer les moyens alloués par Atout France à la promotion de la France auprès de nos concitoyens. Et enfin, troisième point, très rapidement, pouvez-vous me préciser, Monsieur le Ministre, quels acteurs du tourisme sont éligibles aux mesures d'aide annoncées dans le cadre de cette crise sanitaire? Je vous remercie. Voilà, Ah oui, d'accord. Voilà, je suis revenu, merci. Il y avait une panne de Wi-Fi, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et la parole est maintenant à Yves Boulou. Et ensuite, Alain Durand, qui n'était pas sur notre liste. Yves Boulou et ensuite… On n'entend pas Yves Boulou. Mets ton micro, Yves. Il n'est pas branché, ton micro. Yves, ton micro n'est pas branché. Voilà. Ça devrait mieux marcher. Merci donc Michel. Monsieur le ministre, excusez-moi parce que j'ai eu quelques petits problèmes moi aussi, donc je n'ai pas pu tout suivre, mais en tout cas, ce que je vais vous dire, la Vienne, en moins de 20 ans, est devenue un département parmi les plus touristiques. C'est l'œuvre de René Monory, père du Futuroscope, visionnaire mais rigoureux. Il fut président du Sénat. Bien posé sur cette pierre angulaire, de nombreux sites ont essaimé, animaliers, patrimoniaux, culturels. Et plus tard, un Center Parcs, le Bois-Audin, s'est implanté au nord du département, avec jusque-là
un succès notable. Au-delà d'une notoriété en hausse, la Vienne, qui se caractérise par une composante fortement rurale, a besoin de cette économie touristique, à l'instar de nombreux départements, pour la nécessaire activité et l'emploi, bien sûr. Les sites touristiques sont évidemment tous fermés et je n'ai pas tout à fait perçu le projet de déconfinement exposé par le Premier ministre. Alors, je crois que vous en avez parlé, malheureusement, je n'étais pas là précédemment. Ainsi, pourriez-vous, Monsieur le ministre, m'indiquer précisément les perspectives pour le tourisme de nos territoires? Et j'ai particulièrement en tête pour tous les salariés, pour l'exemple de mon département, 760 ETP au Futuroscope, 320 ETP à Center Parcs, avec tous les sites plus petits, et bien sûr la forte cohorte des travailleurs des hébergements en tous ordres. C'est donc un enjeu énorme. Et merci pour ce que vous pourrez nous dire, Monsieur le ministre. Merci Yves. Alors, il semblerait que ce soit Alain Durand maintenant. Oui, merci Michel. Monsieur le ministre, moi je voudrais revenir sur une question d'Evelyne tout à l'heure, à laquelle vous avez répondu en partie concernant les frontières. J'ai l'habitude de dire, je suis sénateur de l'Ariège, que j'habite entre Toulouse et Barcelone. Sauf qu'aujourd'hui, la crise sanitaire m'a rappelé qu'il y avait une frontière, voilà, à Barcelone, et ce n'est pas à vous que je l'expliquerai combien nos relations sont étroites avec ici nos amis catalans, de l'autre côté des Pyrénées, à l'autre bout des Pyrénées, avec les Basques que vous connaissez mieux que moi. Donc, si j'ai bien compris, vous réfléchissez, je ne vous donne pas de calendrier, bien sûr, vous réfléchissez à voir comment on pourra rouvrir ces frontières. Et j'ai bien compris que le critère ne serait pas le critère géographique, mais fonction de l'état sanitaire des pays. Donc, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin et nous dire que demain, donc, dans quelques mois, on aura une carte des pays européens verts et des pays européens rouges en fonction justement de l'état sanitaire de ces pays. Le deuxième question rapide, c'est une question et une observation concernant les assurances. Tous les personnes qu'on a auditionnées depuis 2 semaines dénoncent ce manque d'accompagnement et le silence assourdissant des assureurs. Je sais qu'avec vos collègues, vous travaillez et avec le monde de l'assurance pour le jour d'après à construire un dispositif qui permettrait de protéger contre cet événement nouveau qui est cette crise sanitaire, qui seront demain des crises sanitaires à venir. Et dans l'immédiat, à part des annonces commerciales qu'on entend, et encore ce matin, des gels de cotisations, des remboursements comme l'a fait la Maïf, le premier, à rendre 30 € à ses administrés. Je crois que les assureurs, quelque part, nous baladent entre les milliards qu'ils sont dans l'obligation de donner, l'engagement qu'ils ont de par la loi, et ce qu'ils ajoutent, et finalement sans ajouter au pot commun et dans un élan de solidarité qui tarde à venir. Voilà votre avis là-dessus, Monsieur le ministre. Merci Alain. J'ai Dominique Estrosi aussi et ensuite Pierre Lourd. Merci, cher Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le ministre. Alors ma question rejoint celle de Sylviane Noël. Elle concerne les petits propriétaires bailleurs en résidence hôtelière qui ont conclu un bail commercial avec un gestionnaire de résidence pour exploiter un appartement par exemple. Alors en effet, le syndicat des résidences de tourisme et la fédération des propriétaires des résidences de tourisme auraient négocié un accord pour en substance supprimer les loyers fixes contractuels ou les baisser par tranche entre 90% et 50% pendant la crise sanitaire, puis ensuite lisser les loyers à la hausse une fois le retour à une situation sanitaire normale, et cela avec l'accord du gouvernement qui acterait cette décision sous la forme d'une ordonnance. Alors cela soulève de nombreuses inquiétudes de la part des petits propriétaires bailleurs. Est-ce que cet accord a été signé? Est-ce qu'il y a une ordonnance aujourd'hui en cours de préparation? Parce qu'elle serait risquée, me semble-t-il, juridiquement, car il s'agirait ni plus ni moins d'une modification des contrats en cours. Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez consulter également les petits propriétaires bailleurs et prendre compte de leurs demandes avant de prendre cette ordonnance? Leur demande, c'est l'obligation que le gestionnaire de leurs biens ait sollicité et obtenu toutes les aides du dispositif d'aide gouvernementale, comme le prêt garanti à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires et ou les aides financières conséquentes de leurs actionnaires, le cas échéant.
mais également renforcer le moyen de contrôler les loyers versés et l'accès aux comptes et réviser les baux commerciaux. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci Dominique. Maintenant, la parole est à Pierre Louot et ensuite à Noël Rossan. Oui, bonjour. Voilà, vous me retrouvez dans le jardin de curé avec le presbytère derrière, d'où vous voyez la terrasse totalement vide. Double question, urgence pour les restaurants. Il faut trouver des formules où on respecte un certain nombre de règles, mais il faut ouvrir le plus rapidement possible. J'ai également un village vacances, mais en tourisme social, 40 000 nuitées. Ils vont avoir la moitié de la saison qui va être morte au 1er juillet. Et là aussi, je crois qu'il faut fixer des règles, mais une réouverture au plus tard au 1er juillet semble absolument nécessaire, en respectant bien sûr un certain nombre de règles. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français ont compris qu'on ne vivrait plus comme avant le Covid-19 et donc sont prêts à respecter des règles plus strictes. Merci Pierre. Donc Noël Rossan, ensuite c'est Marie-Christine Chauvin, sauf si pendant mon absence, est-ce que Joël Labbé a bien eu la parole? Ouais. Oui, Michel, je me suis chargée de prendre le relais, j'avais les personnes. Merci. Je fais confiance. Merci, alors, oui, vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. D'accord, merci. Monsieur le ministre, Jean-Baptiste, bonjour. 3 questions à vous poser. La première consiste les grossistes et distributeurs de boissons. Ils n'ont plus d'activité puisque les cafés, hôtels, restaurants sont fermés et ils ne sont pas éligibles au plan gouvernemental de soutien à l'hôtellerie et à la restauration. Donc, est-ce qu'ils peuvent y rentrer pour quand même, puisque aujourd'hui, ils ne vendent de rien. Voilà. Deuxième question qui concerne les fermes auberges. Elles ont quand même un statut particulier. Est-ce qu'elles sont considérées comme des restaurants? Et si oui, je pense qu'elles rentreront dans l'aide gouvernementale qui est attribuée. Et sans quoi, quelles sont les aides auxquelles elles peuvent prétendre? Ma troisième question concerne les petites structures d'accueil touristique, notamment en milieu rural. Je pense que vous connaissez bien. Et en particulier, je vais poser la question par l'intermédiaire, on va dire, d'un réseau, le réseau des Gîtes de France, que je connais, moi, particulièrement. Voilà. Donc, des questions concernant ces structures. Sur le fonds de solidarité, les propriétaires donc, qui ont un numéro ciré, est-ce que sont-elles éligibles au fonds de solidarité? Parce que ce sont des propriétaires qui ne sont pas des professionnels. Ensuite, même question sur le rapport d'annuité d'emprunt. Est-ce qu'ils ont droit au report d'annuité d'emprunt? Les 95 associations, donc Gîtes de France, et leur agence commerciale locale, il faut savoir que les propriétaires des adhérents Gîtes de France sont au nombre de 46 000 et ont 60 000 structures d'hébergement. Donc, ces associations et ces propriétaires peuvent-elles prétendre à l'annulation de leurs charges? L'État a suspendu leur activité et elles n'ont jusqu'à maintenant aucun recours. Ensuite, une proposition, si je puis dire, puisque ces hébergements sont bien répartis sur tout le territoire et même sur les départements d'outre-mer. Donc, elles peuvent en plus de ça recevoir pour les gîtes uniquement des familles ou ne pas recevoir plus de 15 personnes en ce qui concerne les chambres d'hôtes. Donc, c'est un accueil qui est très limité. Et les gestes de barrière peuvent être très facilement respectés. Et je pense que pour des Français qui sont confinés aujourd'hui dans quelques mètres carrés, ce pourrait être un rêve d'évasion. Donc, pourquoi ne pas y répondre?
Merci. Merci Noël. Je crois que c'est comme les hôtels, ils doivent pouvoir ouvrir, mais il faut que les clients puissent se déplacer pour y vivre. Ça doit être ça le problème. Alors la parole est à Marie-Christine Chauvin. Ensuite, on aurait aussi, nous les membres de la cellule, encore quelques questions, mais peut-être qu'on les reposera à part. Ensuite, demain, pour laisser la parole au ministre pour répondre à tous ceux qui ont posé des questions, surtout que Sophie Primas souhaite poser une question conclusive aussi. Merci Michel. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour mes chers collègues. Monsieur le Ministre, donc j'avais une question concernant les hébergements touristiques, chambres d'hôtes, gîtes, camping, sur la date espérée de l'ouverture, mais j'ai bien compris que vous ne pouvez pas vous prononcer avant fin mai. Une autre question concernant les plages qui doivent rester fermées. Bien sûr, il y a les très grandes plages de la Méditerranée, de l'océan. Est-ce que la même règle doit être appliquée pour les plages des lacs, comme nos beaux lacs jurassiens, sont-ils concernés? Voilà la question que je souhaitais vous poser. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci pour ta rapidité, Marie-Christine. Donc, Sophie, et ensuite le ministre va nous répondre. Merci beaucoup, Michel. Trois questions principales, enfin des questions et des remarques. La première concerne effectivement les assurances. Vous savez qu'au projet de loi de finances, le Sénat avait proposé une taxation pour être certain de la contribution des assurances au fonds de solidarité. Cette option n'a pas été retenue, en tout cas pas pour le moment. Moi, je voudrais savoir si l'on ne peut pas négocier avec les assurances qui se dédient de leur responsabilité en termes de perte d'exploitation, notamment sur le secteur du tourisme, un effort particulier sur les loyers, que ce soit pour les petits propriétaires ou pour les exploitants. Je pense une très grande partie de leur charge est constituée par les loyers. Est-ce que là, les assurances n'auraient pas un mécanisme pour essayer de contribuer au défaut de paiement des loyers de la part des bailleurs? Je pense qu'il y a là une piste à regarder. Deuxième élément, j'ai bien entendu l'appel auquel je souscris de Joël Labbé et le vôtre d'ailleurs, Monsieur le Ministre, sur le tourisme social. Moi, j'attire votre attention sur le fait que le tourisme social est largement subventionné par les collectivités territoriales qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, sous la double contrainte à la fois de la baisse des dotations, des difficultés dans les quelques années qui viennent, des recettes fiscales qui risquent d'être difficiles, mais aussi du fameux pacte de Cahors qui, même s'il a été suspendu, reviendra un jour ou l'autre pour contraindre l'évolution des dépenses. Et puis, dernière question, concerne le chômage partiel sur la durée. Est-ce qu'il est bien prévu que le chômage partiel soit continu pendant l'été, peut-être après, permettant une reprise partielle des activités, notamment de restauration, puisque les salles ne seront pas à leur total potentiel de remplissage et donc les charges seront forcément diminuées. Merci. Merci Sophie. Monsieur le ministre et cher Jean-Baptiste, nous t'écoutons. Merci beaucoup Michel. Je remets en ordre les questions. Donc on a commencé avec Patricia, je crois, dans cette nouvelle série. Alors, Patricia évoquait notamment la montagne. Effectivement, la saison a été interrompue, donc brusquement 14-15 mars, alors que la neige, effectivement, sur certains massifs était tombée. Donc, on a bien conscience de l'action immédiate qui était faite. Et moi, je dois dire, je me réjouis du travail qui est fait à la fois avec DSF, à la fois avec l'ANEM également. Nous avons prévu avec Jacqueline Gouraud de tenir une réunion spécifique justement au secteur de la montagne dans les 10 prochains jours pour justement bien cerner les enjeux qui se posent à eux. Sur la structuration administrative ou politique, puisque à deux reprises, effectivement, certains ont évoqué un ministère du tourisme de plein exercice. En fait, ce qui est sûr, indépendamment de ministère plein ou pas ministère plein, il y a un besoin de coordination accrue à tous égards. Nous avons, vous savez, depuis la réforme Fabius, une partie du tourisme,
pour ce qui relève des dimensions soutien, ingénierie, est plutôt placée à Bercy, au sein de la Direction générale des entreprises. L'autre partie, promotion notamment, est ici, au Quai d'Orsay. Et moi, je crois qu'il est vraiment important de faire en sorte que ces deux équipes soient vraiment deviennent de plus en plus une sorte de service commun parce qu'il y a ce besoin d'être en PAC, en commando, pour effectivement derrière peser toujours plus, y compris en interministériel, parce qu'on voit le tourisme c'est très transversal et donc il faut arriver à aller chercher du levier dans d'autres ministères. C'est lié à la culture, c'est lié au sport, c'est lié à l'économie en général, c'est lié au travail pour les conditions. Donc, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a un besoin de coordination qui est toujours plus accru et auquel je m'emploie. Et le comité de filière, je trouve, est d'ailleurs un très bel outil parce que tout le monde s'y retrouve, y compris tous les services de l'État compétents. Donc, on l'a mis en place en janvier et ben, il se trouve qu'il est devenu un outil de gestion de crise au quotidien vraiment appréciable et apprécié. C'est valable également pour l'aspect financement. On le voit, interviennent dans le monde du tourisme la BPI, la Banque des Territoires, un certain nombre d'acteurs financiers. Je crois et nous y réfléchissons d'ailleurs pour le prochain CIT, puisqu'on va abonder un certain nombre de dispositifs, en créer d'autres. Il sera vraiment utile d'avoir, en tous les cas, une sorte de marque commune et d'avoir ce lien très fort entre des équipes qui parfois sont dispersées chez plusieurs acteurs financiers, mais en tous les cas permettre au monde du tourisme d'avoir un peu une sorte de point d'entrée identifié, unique pour toute cette dimension financement. Voilà, pourquoi pas travailler sur l'idée d'une sorte de banque du tourisme qui réunit les équipes des différents établissements financiers que j'évoquais. S'agissant, alors après Patricia, j'ai pas entendu qui était le sénateur qui parlait, qui avait 3 points, mais notamment les guides interprètes. Donc je confirme. Babary. D'accord, pardon. J'avais pas entendu les problèmes de son et de Wi-Fi qui ne sont pas que en zone rurale. Les guides interprètes. Alors moi j'ai bien identifié le sujet. Il y a différents statuts, très clairement. Il y a des indépendants, donc eux peuvent effectivement avoir recours au fonds de solidarité. Il y a parfois des salariés, mais avec des contrats très précaires, des CDD, des CDDU, etc. Et donc, nous avons obtenu en interministériel qu'un travail soit fait avec le ministère du Travail, justement sur le statut de ces guides interprètes, sur en tous les cas les paramètres peut-être à bouger pour que, en tous les cas, ils aient ce filet de sécurité qui, pour certains, fait parfois défaut aujourd'hui. Donc, je veux leur dire parce que ils ont le sentiment de ne pas être identifiés, ils le sont et on est à la tâche. Joël évoquait peut-être la nouvelle approche du tourisme et c'est vrai que je pense qu'il va y avoir cette envie de redécouvrir nos territoires, de redécouvrir notre patrimoine, cette envie de France qui va se manifester en premier lieu. Je pense qu'il y aura toujours un tourisme international et d'ailleurs, c'est heureux. La France est la première de ce point de vue-là en termes d'attractivité. Mais ce qui compte, c'est que ce tourisme, il soit respectueux des dimensions sanitaires qu'on évoquait, mais puis respectueux des populations qui les accueillent. On le voit, la question du surtourisme, elle se pose de façon accrue dans certaines villes européennes. Et en France, on n'en est, je dirais pas à ce stade-là, mais en certains micro-quartiers, sur certains sites, on le voit, la question commence à arriver. Et donc, je pense que ça va effectivement générer des changements de comportement. Et c'est aussi une opportunité que de travailler aussi à ce tourisme en circuit court, pour prendre une image, qui, à mon avis, fera florès dans les prochaines années. Alors après, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'être uniquement sur le plan de la philosophie. Je pense que ça peut être une attente et que cette attente, d'ailleurs, elle peut être stimulée et ça sera l'occasion aussi, j'y reviendrai un peu, de la promotion. Il y avait une question après. Sylviane Noël évoquait les résidences de tourisme pour dire combien elles étaient importantes dans les équilibres du tourisme de montagne. Sur ce même sujet, Dominique Estrosi-Sassonne elle pointait du doigt le risque peut-être pour les propriétaires bailleurs
de voir des revenus mis en cause. Donc on voit bien que parfois, il y a des intérêts qui sont antagonistes. Et on est typiquement dans cette période où il faut arriver à rapprocher les points de vue, à trouver des accords, un chemin de crête, parce que sinon, c'est perdant-perdant. S'il y a des résidences de tourisme qui se cassent la figure, les propriétaires, il n'y aura plus de revenus derrière. Inversement, il y a des propriétaires qui ont investi, qui ont mis parfois de leur capital, enfin qui ont mis de leur capital et pour qui ça constitue un complément de revenu, une retraite, etc. Ils doivent aussi être sécurisés. Donc il y a effectivement un travail un peu de médiation qui a été conduit, notamment avec la DGE, la direction des grandes entreprises. Un accord a été atteint le 17 avril dernier. Cet accord, justement, il prévoit donc, il a été obtenu avec une association qui représente des propriétaires et puis par ailleurs les gestionnaires. L'accord, il échelonne les loyers sur 3 périodes de référence. Il y a la période confinement, il y a les 12 mois suivants, il y a l'année suivante. Il assure un minimum de loyer garanti aux propriétaires en fonction du chiffre d'affaires des opérateurs. Et donc, tout ça est aussi une mécanique, c'est-à-dire que il est important derrière que les banques puissent décaler elles-mêmes les échéances de prêt des bailleurs particuliers pour que tout fonctionne bien. Donc cet accord a été atteint le 17 avril. Il n'est pas envisagé d'avoir une ordonnance en tant que telle, mais oui, cet accord, je trouve qu'il n'y a que des vertus à ce qu'il puisse trouver à s'appliquer dans le plus grand nombre des cas. Sinon, encore une fois, on risque de remettre en péril finalement l'activité de ces résidences et derrière, si encore une fois celle-ci n'est pas pérenne, et bien du coup ça posera aussi un problème pour les propriétaires. Donc voilà, chemin de crête et j'espère que cet équilibre en tous les cas pourra se décliner. Je crois que l'heure n'est pas aux grandes batailles juridiques mais au pragmatisme et au fait que chacun des acteurs s'en sorte. On voit bien le tourisme, c'est une chaîne de maillons, et si un des maillons claque, c'est l'ensemble qui claque. Donc, il y a urgence à être effectivement très, très opérationnel. Et c'est un appel un peu solennel à travers vos 2 questions que j'adresse aux protagonistes. Voilà, il y a des équilibres qui ont été trouvés. Essayons de les mettre en œuvre désormais sur le terrain. Sylviane Noël évoquait également la promotion. Alors, il est clair que Atout France, qui était jusqu'à maintenant dédié beaucoup à la promotion à l'international, nous allons réorienter les actions cette année. Je pense d'ailleurs qu'il est important en matière de promotion, comme le tourisme va repartir d'abord sur la clientèle domestique, d'éviter de tomber dans une guerre des destinations et que chacun fasse la course à je fais le plus gros chèque en termes de promotion pour dire venez tous chez moi. Je pense qu'au contraire, il est important peut-être d'avoir une campagne pour dire aux Français voilà comment ils pourront partir en vacances, quels sont les voilà, c'est tout ce qui est recommandé, mais leur recommander d'ailleurs de souffler. Et puis après, il est important que les territoires jouent un rôle majeur en matière d'information, parce que l'offre disponible cet été sera différente de l'offre des années précédentes. Je sais que certaines collectivités d'ailleurs, et notamment dans les Alpes-Maritimes, le maire de Nice est en train de programmer différents événements culturels avec des jauges plus petites que ce qui pouvait avant exister, mais en diversifiant et pour pouvoir proposer un certain nombre d'activités aux clientèles, et c'est de magnifiques initiatives. Donc, il va falloir recenser cette offre disponible. C'est le sens de la mission que nous avons confiée à Atout France avec ADN Tourisme, vous savez, qui fédère les différentes strates de collectivités locales qui interviennent dans le tourisme, puisque c'est une compétence qui est encore exercée à différents niveaux. Et donc, après, il y aura l'enjeu de faire connaître cette offre, de bien informer le voyageur lorsqu'il sera sur place. Yves Boulou évoquait les perspectives. Je voyais Catherine Procassia aussi qui commentait en disant on n'aura pas de réponse avant fin mai, début juin. Je le répète, oui, effectivement, on a rendez-vous fin mai pour donner des perspectives. Le faire avant ne serait pas raisonnable et c'est pourquoi nous ne le ferons pas. Il y a besoin encore, enfin, je veux dire, chaque jour, il y a des chiffres qui sont égrenés de personnes qui décèdent. Il y a une épidémie, elle est là. On a besoin de s'assurer que le virus circule moins activement pour pouvoir donner de la visibilité.
de la lisibilité. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, il faut s'en tenir à ça. Et je comprends l'impatience, je comprends l'angoisse des deux côtés, du côté des Français, du côté des professionnels. Mais les professionnels, ils sont clairs dans leur tête. Ils ne veulent pas rouvrir à n'importe quelle condition. Si c'est pour rouvrir et refermer 15 jours plus tard, ça ne les intéresse pas. Donc voilà, maintenant, le compte à rebours est enclenché. On est demain le 1er mai. Et donc, nous avons déjà le calendrier du calendrier. Alain Durand revenait sur l'importance des pays européens, et c'est vrai que d'ailleurs dans le tourisme international, aux 2/3, ce tourisme vient des pays européens. Pour notre part, y aura-t-il un classement des pays européens vert ou rouge? On voit en fait que la catégorisation, elle ne peut pas être à l'échelle d'un pays, puisque si on regardait la France, on serait bien en peine de savoir si elle est rouge ou verte. On voit bien qu'il y a des zones, des bassins qui sont plutôt rouges et d'autres qui sont plutôt verts. Donc, je pense que la maille, elle est infra-étatique et que donc cette appréciation, elle se fera aussi de part et d'autre des frontières selon que les zones sont plus ou moins rouges ou plus ou moins vertes. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il va falloir regarder un peu au cas par cas les frontières avec nos États voisins. Les assurances, Alain Durand a mis le sujet sur la table et il a raison, et la présidente également. Alors, c'est un point d'actualité qui est bienvenu puisque ce matin, avec Bruno Le Maire, donc, nous avons réuni le bureau du comité de filière tourisme avec les assureurs et les banquiers. Le président de la République, il a été très clair vendredi dernier. Il a appelé les assureurs à faire plus et à faire mieux. Les assureurs contribuent à l'effort national, ils participent au fonds de solidarité, ils ont annoncé 1,5 milliard d'investissement. Très bien. Maintenant, il y a des attentes très fortes des professionnels. Il y a ce sujet de la perte d'exploitation. Je crois que les professionnels sont d'ailleurs au clair sur le fait qu'il s'agit de contribuer à une partie de cette perte d'exploitation, pas intégralement, mais puisque d'ailleurs nous-mêmes, avec tous les dispositifs, nous apportons aussi des réponses. Mais les attentes sont là et donc on a donné un calendrier très clair aux assureurs en leur demandant de se réunir avec les filières concernées la semaine prochaine. Le 11 mai, on se retrouve dans le même format. On a dit qu'on souhaitait que cela se fasse, enfin que des accords soient atteints. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, oui, le levier législatif sera très clairement l'option privilégiée. En temps de crise, on préfère que ça passe par un accord, mais à défaut d'accord, il faut savoir qu'effectivement, je comprends que des amendements puissent être déposés, voire adoptés. Donc, je crois qu'il était important de leur faire comprendre. Donc, du côté des assurances, il y a ce travail à faire sur les mesures comment dire, d'indemnisation ou en tous les cas de soutien ad hoc par rapport à ce secteur HCR et tourisme. S'agissant des banques, il y a une demande qui est particulièrement signalée et moi que j'ai relayée avec vigueur, c'est celle de pouvoir obtenir un report non pas de 6 mois mais de 12 mois des mensualités parce que on le voit, il y a un business model parfois qui est un peu distinct d'autres secteurs d'activité. Je pense à l'hôtellerie de plein air. Souvent, ils sont prélevés en une seule fois juste après la saison, c'est-à-dire au mois d'octobre ou de novembre. Il sera tout à fait impossible pour eux d'assumer cette charge avec seulement un report de 6 mois. Donc là aussi, nous avons demandé à la FBF de travailler avec les acteurs et de revenir vers nous le 11 mai. Et puis après le 11 mai, il y a le 14 mai, le CIT, donc également comment dire, un lieu pour prendre des mesures, le cas échéant, si les acteurs ne se sont pas mis d'accord. Voilà, donc ça, c'était sur les assurances. Je reviens, donc Dominique Estrosi-Sassone évoquait les résidences hôtelières et les petits propriétaires, donc je crois que j'ai fait une réponse globale avec celle de Sylviane Noël. Et Sophie Prima, la présidente, revenait donc sur les assurances, donc je crois avoir apporté une réponse. Le chômage partiel, tout à fait, il va continuer. La reprise va être progressive, donc le soutien doit se poursuivre, c'est très clair. Nous l'avons redit d'ailleurs avec Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire ce matin au bureau du comité de filière tourisme. Et ce chômage partiel donc sera toujours au rendez-vous pour les acteurs, y compris au-delà de la période de déconfinement, y compris dans la période de reprise.
Voilà pour cette audition sur le tourisme français frappé de plein fouet par cette crise du coronavirus. Le secrétaire d'État en charge du dossier, Jean-Baptiste Lemoyne, a assuré aux sénateurs que le tourisme devait être une priorité nationale car il irrigue l'économie de nombreux territoires. Pour le moment, l'État a dépensé 10 milliards d'euros pour venir en aide au secteur. Le gouvernement travaille sur des mesures sanitaires à mettre en œuvre dans les hôtels et les restaurants quand ils pourront rouvrir. Et puis les sénateurs ont demandé des investissements pour permettre aux établissements d'adapter leur offre pendant le déconfinement, des investissements également pour relancer la demande touristique des Français. Notez qu'à la mi-mai, il y aura un comité interministériel sur la relance de l'activité touristique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer sur cette crise sanitaire sur notre site internet publicsena.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.